Isabelle, merci beaucoup d'être avec nous. Tu te présenter brièvement? Bah écoute, pourquoi pas. Voilà. Donc je suis Isabelle Trévilly, donc je dirige le pôle média et digital à l'IFOP. Média et digital. Média et digital, absolument. Ça fait quelques années que voilà, je travaille à l'IFOP maintenant, dans ce pôle où on fait des choses passionnantes. Très bien. Alors, des choses passionnantes. Quoi? En fait, c'est quoi? Vous faites des sondages, ça ok, mais à l'IFOP, on a un institut de sondage, mais des sondages sur quoi? Sur qui? Auprès de qui? Alors, nous, on travaille beaucoup dans l'univers des médias, vu le nom de notre pôle. Notamment, on travaille pour des médias audiovisuels, donc des groupes de télévision, on travaille pour des plateformes, évidemment. En sachant que tu n'as pas le droit de dire lesquelles. Je n'ai pas le droit de dire lesquelles, voilà. Mais on travaille pour et sur des plateformes, sur des sujets des plateformes. On travaille pour des radios, on travaille donc, voilà, pour tout un tas d'acteurs, on travaille pour des fournisseurs d'accès Internet, donc tout un tas d'acteurs assez différents. Est-ce qu'on peut dire, parce que je crois qu'il y en a un, c'est public, une autorité administrative indépendante, puisque c'est dans le cadre d'un appel d'offres, ça a été publié? Oui, je sais pas, tu penses à quoi Jean-Philippe? Une autorité administrative indépendante, chargée de surveiller un peu ce qui se passe sur Internet? Oui, on peut, je pense. On peut, oui, on a des études qui sont publiées, donc on travaille pour l'ARCOM. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Donc l'ARCOM, c'est une autorité donc, qui est née de la fusion de l'ADOPI et du CSA. Donc effectivement, des études qu'on réalise pour cette autorité et qui sont super intéressantes, parce qu'on va vraiment étudier tous les usages des internautes, comprendre un peu ce que les gens font, comprendre leur motivation à avoir telle ou telle pratique, leurs freins à telle autre, leur propension à payer ou à consommer gratuitement, à privilégier certains types de contenus à d'autres, certains types de plateformes à d'autres plateformes. Ça, parce qu'il me semble que vous avez fait pas mal de choses du temps, alors moi ça m'intéressait un peu personnellement, mais vous avez fait pas mal de choses avant l'ARCOM, l'ADOPI, sur les pratiques de consommation culturelle, le téléchargement, légal, pas légal. Absolument, c'est toujours un des domaines qu'on suit régulièrement, où il va y avoir des données qui sont toujours actualisées sur effectivement les pratiques de consommation des différents types de biens. Donc ça peut être des films, des séries, évidemment, c'est très à la mode, mais aussi la consommation de sport, la consommation de contenu sportif est aussi un sujet qu'on consomme de manière légale via des chaînes de télé ou des offres payantes ou des offres gratuites quand elles sont diffusées gratuitement, mais qu'on peut consommer aussi, évidemment, de manière illégale en streaming. Donc ce sont des sujets que l'on suit et qui sont passionnants. Je crois qu'on peut trouver d'ailleurs ces enquêtes-là, pour le coup, sur le site de l'ARCOM. Absolument, elles sont toutes publiées sur le site de l'ARCOM et à chaque fois ils identifient bien l'IFOP donc comme prestataire avec lesquels ils travaillent sur ces sujets. Très bien. Donc voilà un panorama des études des médias. Et alors, on s'est parlé un petit peu avant ça, pour voir ce que tu voulais mettre en avant, en tout cas ce dont tu voulais nous parler par rapport à ton travail et ce que fait le pôle média et digital dans son ensemble, puisque vous êtes une équipe. Tu voulais d'abord parler d'offres d'information globalement, de la manière dont les Français consomment? Alors, c'était un des sujets effectivement sur lesquels on travaille et que je trouve intéressant d'aborder. C'est effectivement, on s'intéresse beaucoup à la façon dont les Français aujourd'hui consomment de l'information, dont les Français s'informent. Effectivement, avec une problématique des sources d'information qui sont extrêmement diverses, qui n'arrêtent pas de se multiplier, et des usages qui se diversifient et sont aussi très différents, sans surprise, selon les classes d'âge, évidemment. Avec bien évidemment les réseaux sociaux qui montent en puissance auprès des jeunes et qui sont des sources d'information du quotidien pour eux. Sachant que la complexité, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a tout. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, tu as à la fois le média officiel qui va communiquer sur les réseaux sociaux, mais tu as aussi, bien évidemment, dans Monsieur Tout-le-Monde, l'internaute lambda, des influenceurs, mais aussi des complotistes. Voilà, tu as un peu de tout, on va dire,
qui peut communiquer sur les réseaux sociaux, et tout l'enjeu est de savoir, voilà, qu'en est-il de la fiabilité de l'information qu'on y trouve. Et c'est un vrai enjeu pour les médias, et c'est une vraie problématique pour les médias officiels, on va dire. Donc voilà, des sujets super intéressants. Alors je vois dans le chat, Unexpected nous dit « Le peuple veut des chiffres !» Exclamation. Et je crois savoir que... Là, j'ai pas de chiffres malheureusement, je vais faire des déçus. Mais on n'a pas réalisé récemment d'études qu'on appelle des études publiées, où on peut vous donner accès à des chiffres. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on sait que les pratiques sont différentes. On a des médias traditionnels qui vont être un peu moins plébiscités par des populations jeunes, qui elles vont davantage mixer les sources et notamment davantage utiliser les réseaux sociaux. Mais pas que, hein. En fait c'est aussi l'intérêt quand même, hein. Elles ont aussi accès à plein de choses. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas de chiffres, malheureusement, à vous communiquer. Alors c'est vrai que les spectateurs de Dataday sont habitués, on a un prisme un peu opinion au sein de l'IFOP, forcément, et c'est vrai que l'IFOP Opinion, donc le pôle opinion de l'IFOP, publie énormément de sondages. Donc quand on vous parle de sondages, c'est des chiffres qui sont déjà dans la nature, on peut en parler librement. Or, Exactement. comme on a déjà pu l'expliquer, dans le milieu des études et des sondages, la part des études qui finissent dans la nature, qui sont publiées, est infime, très minoritaire en tout cas par rapport à tout ce qui est produit. Tout à fait. Pour des commanditaires privés ou confidentiels, etc. Voilà, et effectivement, et les études qu'on réalise, elles sont à des fins de nos clients, et voilà, on n'a pas le droit déontologiquement de vous communiquer des chiffres. Donc, et si vous êtes la plateforme X, que vous faites un sondage pour savoir que les gens, ils adorent votre concurrent mais pas vous, vous n'avez peut-être pas intérêt à publier ces chiffres. Et quel qu'il soit d'ailleurs, c'est cher. Donc voilà. Ok, ça c'est l'offre d'information bien reçue. On a parlé, je vais revenir sur le fait qu'on est dans un cycle dans Datadate sur l'inclusion. Oui. En général, au sens large, on a parlé de l'inclusion en termes de genre, encore tout à l'heure. On a parlé de l'inclusion en termes d'âge, je crois dans le dernier numéro, avec Catherine de d'IFOP IQ. On a parlé d'inclusion on a forcément parlé de l'inclusion LGBT, je pense. Donc, oui, comme je disais, l'âge, le genre, l'orientation ou l'identité de genre. Cette thématique de l'inclusion, est-ce que toi, dans ton travail au quotidien, dans le contenu, des sujets de tes études, tu retrouves ce mouvement sociétal-là? Clairement. C'est pour ça que du coup, voilà, je trouvais intéressant aussi de répondre à cette invitation et d'en parler aujourd'hui. C'est que donc nous, on réalise beaucoup de baromètres d'images, des marques audiovisuelles, par exemple, donc qui veulent savoir comment elles sont perçues par les Français, par leur public, etc. Une chaîne, un groupe, voilà, une chaîne, exactement. Donc, une chaîne de télé, une station de radio, un groupe audiovisuel, une plateforme, un réseau social, une plateforme vidéo. Et en fait, on a pas mal de recul maintenant avec le temps. Et il y a quelques années, on testait des items d'image, de modernité, de confiance, d'adéquation avec le goût du public, voilà, tout un tas de dimensions qui restent bien évidemment super importantes aujourd'hui et qu'on intègre toujours. Mais depuis quelques années maintenant, un volet a été intégré et fait partie intégrante de ces dispositifs. C'est tout ce qui touche justement à l'inclusion et à la représentation de la diversité. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous demandiez, tiens, à propos de la chaîne TF4, est-ce que cette chaîne vous donne confiance? Oui, non, pour simplifier. Est-ce que cette chaîne propose des programmes sympas? Oui, non. Voilà, propose des programmes qui correspondent à vos attentes, à vos goûts, etc. Voilà. Innove, est innovante. Et là, aujourd'hui, on a plusieurs dimensions en fait, sur lesquelles on évalue toutes ces marques médias. Donc ça peut être, alors après ça va évidemment dépendre de la marque média, de ce sur quoi elle veut se positionner, de quel est son ADN, mais ce sont des thématiques qui reviennent et qui sont toujours présentes. Donc on peut avoir par exemple la représentation des jeunes à l'antenne, ça peut être un critère suivi. La représentation des femmes, vous avez parlé des femmes tout à l'heure avec Enora, bah, typiquement la représentation des femmes dans les programmes audiovisuels, c'est un sujet.
parce que les médias aujourd'hui se doivent d'assurer une même visibilité aux femmes et aux hommes, bien évidemment, donc ce sont des sujets qu'on suit. Mais ça peut aller... Ouais. Mais ouais, ça veut dire que c'est tes clients eux-mêmes, ces chaînes, ces acteurs audiovisuels, qui vont demander à l'IFOP, tiens, je veux savoir si les gens y trouvent qu'on représente assez les femmes. Exactement. Donc ils se sont appropriés finalement. Absolument. Et donc ils veulent, eux, ils ont beaucoup d'initiatives en fait pour améliorer la représentation de la diversité et ils souhaitent le mesurer. Donc on va demander clairement aux gens ce qu'ils en pensent. On peut aussi aller jusqu'à est-ce qu'ils ont le sentiment qu'on voit suffisamment de personnes LGBT, tu vois, dans les fictions, sur les plateaux, etc. Même chose sur les personnes en situation de handicap. Donc en tout cas, tous les aspects de la diversité sont aujourd'hui des critères super importants dans la constitution de l'image des marques. Et c'est des sujets sur lesquels on est régulièrement sollicité et on travaille. Donc c'est intéressant de voir comment ça progresse. Alors justement, il y a un cas récent d'avancée inclusive à la télévision. Alors attends, je vais faire un switch de... Voilà. C'est compliqué, là, technique. Voilà. Magnifique. Tu voulais nous parler des rencontres du Papotin. Oui, alors je voulais vous en parler, pas parce que j'ai des billes et que je voulais particulièrement pointer et mettre en avant ce programme, mais parce que je trouve que ça illustre très bien les avancées et les progrès et l'importance de ces critères dans notre société aujourd'hui. En fait, à l'IFOP, donc on est Nopal Média Digital, partenaire de Stratégie, c'est un média, c'est un magazine, au départ, et qui organise des grands prix sur plein de sujets différents, dont un grand prix de l'innovation média. Et dans le cadre de ce grand prix, il y a plein de catégories d'initiatives. Il y en a plus d'une vingtaine, je crois, ou 25, ou je ne sais combien. Donc tu vas avoir l'initiative du meilleur podcast, de la meilleure émission, de la meilleure une de presse, la meilleure initiative en termes de régie. Bon, voilà, plein de catégories différentes. Et dans chacune de ces catégories, on décerne des prix, bronze, argent et or. Et à l'issue de ce palmarès, tous les prix or sont éligibles à la remise du grand prix. Donc le jury ensuite décide de choisir parmi tous les prix or une initiative que l'on souhaite encore plus valoriser et mettre à l'honneur en tout cas. Et cette année, donc le grand prix a eu lieu en mai, l'initiative qui a été primée, donc non seulement en or, mais qui a reçu le vote consensuel du jury pour obtenir le grand prix, ce sont les rencontres du Papotin. Donc, je ne sais pas si tu connais Jean-Philippe. C'est une émission... Rappelle-nous. C'est une émission qui a été diffusée sur France 2, qui a un petit format, un format court d'une demi-heure. Et en fait, le Papotin, au départ, c'est un journal assez atypique. Puisque ce journal, la rédaction de ce journal est composée de journalistes qui sont porteurs du trouble du spectre autistique. Et en fait, l'idée a été de mettre à l'antenne ces journalistes. Et donc, en fait, c'est une interview atypique d'une personnalité. Chaque émission est consacrée à une personnalité. Donc, il y a plusieurs émissions, plusieurs numéros qui ont déjà été tournés. Il y a eu Gilles Lelouch, Virginie Efira, Julien Doré qu'on voit à l'image, Emmanuel Macron évidemment. Voilà. C'est pas la première, c'est Gilles Lelouch, la première. Ouais. Et en fait, le principe, donc c'est une interview très atypique où finalement cet invité est interrogé par ces journalistes, donc porteurs d'un handicap. Et donc non seulement c'était extrêmement audacieux comme initiative, mais en plus, la double audace, on va dire, a été de mettre en ligne ce programme à une heure de grande écoute sur France 2, puisque c'est en prime time, donc un samedi à 21h. Et ça a fait des audiences de dingue. En moyenne, je crois que c'était 3,8 millions de téléspectateurs sur le live, sans compter tous les visionnages en replay. Donc c'est un super succès d'audience. Et je trouve extrêmement révélateur des tendances qu'on voit aujourd'hui, où on se dit qu'il faut
valoriser et en tout cas parler du handicap, notamment là en l'occurrence c'est le handicap qui est mis à l'honneur dans ce programme, quoi. Est-ce que tu dirais, sans trahir de chiffres, que ce succès d'un programme complètement outsider finalement est raccord avec ce que toi tu peux mesurer comme atmosphère dans les enquêtes, comme demande de voir des profils différents, des choses qui sortent du canon? Absolument. On sent que de toute façon il faut que les médias en fait aujourd'hui se fassent aussi le reflet de la société telle qu'elle est, de la société dans sa diversité. Et c'est une vraie attente des publics, très clairement. Okay. Parce qu'on aurait pu croire que, enfin je dis ça comme ça, mais on aurait pu croire que, ok, on sait que la télé en général, l'audiovisuel, tout ça, c'est un monde un peu papier glacé et compagnie. On pourrait dire, est-ce que peut-être qu'il y a des gens qui se disent, non, moi j'allume ma télé pour voir des gens beaux, et qui cochent toutes les cases de... Pas que. Au final. Voilà. Alors, faut sans doute pas tomber dans l'excès inverse. Non plus. Voilà. Mais en tout cas, on veut de la diversité. C'est ça. Il faut des gens qui vont ensemble et qui sont différents. Etc. Exactement. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par le temps qui court, tiens, on a 2 remarques. On a Twitcher du dimanche qui est revenu. Bonjour, Twitcher du dimanche. Et un petit qui me demande, est-ce que c'est une émission diffusée en direct, la rencontre du Papotin? Oui, c'est le samedi soir sur France 2. Donc là, je crois qu'ils ont fait 6 émissions. Il y en avait une 7e qui était en cours. En tout cas, ils ont recommandé des épisodes. Et donc oui, c'est en direct le samedi soir sur France 2. D'accord. En prime time. Je savais pas que c'était en direct, parce qu'en plus c'est sans filet, donc... Ah, tu veux dire en direct Ah non, au niveau de la... C'est tourné, non, c'est enregistré. Mais c'est enregistré en fait. Ouais, c'est enregistré et c'est... Ça passe en prime time après. Ça passe en prime time, exactement. Ok. Sans doute retrouvable en replay. Ah bah elles sont toutes disponibles en replay, toujours. En tout cas, là, ils les ont toutes laissées. Donc, ok. C'est rare d'ailleurs qu'il laisse aussi longtemps. Bah ouais, donc c'est un signe quand même. C'est un signe de que ce que ça veut dire. Mais... ok, bon voilà, Unexpected, tu sauras où aller pour voir ces rencontres du Papotin. On a parlé offre d'information, on a parlé de l'inclusion qui rentre finalement dans les études, ne serait-ce que par la demande des clients. On a parlé de ces rencontres du Papotin, et tu voulais aussi, il me semble, mettre en exergue, depuis tout à l'heure on parle d'inclusion, ce sont finalement des valeurs, c'est une valeur en soi, l'inclusion. Dans les études, voilà, tu décris que les acteurs s'intéressent à ce qu'on pense de leur engagement finalement dans cette dynamique-là. Est-ce que, on a déjà parlé dans des précédents lives de l'importance pour les marques et les acteurs commerciaux, en tout cas l'importance de revendiquer des valeurs et des idéaux. Est-ce que toi, dans ce que tu observes finalement, c'est une question un peu rhétorique, vu ce que tu nous as dit jusqu'ici, mais est-ce que tu observes vraiment cette prééminence des valeurs? Oui, déjà, alors bon, nous on travaille aussi pas mal sur des études d'efficacité publicitaire. D'accord. Et on voit aussi dans ce registre-là qu'il y a tout un domaine de la communication qui est tourné autour des valeurs d'engagement, et où aujourd'hui, plus ça va, plus les marques mettent en avant leurs engagements RSE, c'est ce qui va recouvrir, on va dire, tous ces enjeux-là, et c'est de plus en plus valorisé. C'est-à-dire, dans le cadre de vos études, après des campagnes de pub, vous testez auprès des destinataires de ces campagnes, vous leur dites, tiens, cette campagne, t'as aimé, t'as pas aimé. Est-ce que tu l'as vu déjà? Voilà, c'est le début. Est-ce que tu l'as vu, et est-ce qu'elle t'a plu, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, etc. Et de ça, vous êtes capable de dire, à la lumière de ces retours-là, dire ça c'est d'après les gens, c'est une bonne pub, ça c'est une mauvaise pub. Voilà, exactement. Et on voit en tout cas qu'il y a de plus en plus de prises de parole et de communication qui mettent en avant ces enjeux-là, les marques. Donc ça va aussi dans cette même tendance de fond. Okay. Je dégaine justement la petite diapo que tu m'as envoyée. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça nous dit, quelqu'un voulait des chiffres tout à l'heure, donc là j'ai des chiffres. Donc là c'est pas des chiffres de grand public. Toujours dans le cadre du Grand Prix Stratégie, dont je t'ai parlé tout à l'heure, on réalise une étude auprès des annonceurs cette fois. Donc on interroge des professionnels, ou des marques,
qui communiquent, d'accord. Là, on leur a demandé, en l'occurrence, on vit, je te l'apprends pas, hein, une crise inflationniste en ce moment. Et dans ce contexte-là, on leur a dit, vous en tant qu'annonceur, d'après vous, quelle est la meilleure stratégie de communication à adopter pour un annonceur? Est-ce que c'est une stratégie qui va être axée autour de l'engagement et de la responsabilité des entreprises? Est-ce qu'au contraire, dans ce contexte, il vaut mieux axer sa communication sur les produits et services que tu vas vendre? D'accord. Donc ce que je fais, c'est super, achetez-le. Voilà. Est-ce que tu vas communiquer sur ta marque, d'accord, de manière institutionnelle, ou sur des engagements internes vis-à-vis de tes salariés? Nous, clairement, dans ce contexte-là, encore une fois, d'inflation, où le pouvoir d'achat est une problématique super importante pour tout le monde, on s'est dit, la communication autour des produits et services va arriver en tête. Parce que les marques vont vouloir dire, ok, on vous fait de la promo, venez chez nous, vous pouvez trouver des super offres, etc. Donc on s'est dit, le contexte va favoriser cette prédominance en fait, pour ce type de communication. Eh bien non, en fait. Le premier graphe que vous voyez, alors je ne vois pas très bien les chiffres avec la lumière, c'est 68%. 68% nous disent, non, même en période de crise inflationniste et de crise du pouvoir d'achat, nous, en tant que marque, ce qui est important pour nous, c'est de communiquer sur l'engagement et la responsabilité sociétale de notre entreprise. Donc ça, c'est un super chiffre, en fait. Ça consacre tout ce que tu nous dis, en fait. Exactement. Et donc, ça prouve à quel point, voilà, tous ces enjeux-là, aujourd'hui, c'est pas que du superflu. Et tout le monde, que ce soit les annonceurs, que ce soit les médias, que ce soit les consommateurs, là, tout le monde, en fait, se sent complètement investi et préoccupé par ces enjeux. Donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt cool. Finalement, la balle est dans le camp des entreprises et des marques, finalement, de s'emparer de ça et d'aller au bout des démarches. Complètement. Mais en tout cas, la volonté est là, donc c'est déjà bien. Bon. Mais... aux marques qui risqueraient de tomber sur ce live, voilà une indication et une raison de venir te voir. Absolument. Voilà, le pôle média et digital de l'IFOP. Très bien. Merci beaucoup Isabelle en tout Merci cas Jean-Philippe. pour ces éléments très, très éclairants. Je le dis d'autant que je le pense, parce que je ne pense pas toujours tout ce que je dis. Mais là oui, merci, merci pour ces éléments vraiment très intéressants. C'est toujours, ce qui est assez intéressant, je fais une minute confidence, mais l'IFOP est une boîte de taille moyenne, mais c'est vrai que dès lors qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de départements, etc., on ne dialogue pas forcément autant qu'on le voudrait. On est chacun, on collabore bien entendu, hein. Il y a des choses, on se connaît. Bien sûr qu'on n'évolue pas en vase clos ou en silo, mais on n'a jamais autant de temps peut-être qu'on voudrait d'aller voir ce que font les autres, parce que déjà il faut faire ce qu'on doit faire. Et c'est toujours intéressant, je trouve, au moins autant pour nous à l'IFOP, de différentes familles, on va dire, que pour le grand public, de découvrir ce que font les uns et les autres. Voilà. Donc merci encore une fois d'être venu. Merci.